Précédemment, dans cette émission 10 fois trop longue. Des films d'horreur de l'été avec Arthur. Des enfants qui disparaissent. Une saga qui s'éteint. Et maintenant, place aux requins, aux clowns et aux couples. 3 cauchemars. Non, c'est que c'est toujours le même scénario. Toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. C'est consternant. Nous allons jouer à un jeu. Tu peux pas me faire de mal. T'es dans mon monde. Elle était folle alliée. Précipite sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il nous faudrait un plus gros bateau. On va parler maintenant de 2 films. Alors on va parler assez rapidement. Hein. Un film que j'ai vu et que vous n'avez pas vu, de mémoire. Vends-le nous. Et un film que nous avons vu tous les deux, Rémi. Donc Arthur, si tu veux, tu peux aller pisser. Mais aux toilettes, parce que sinon c'est bizarre. Alors s'il te plaît aux toilettes, sinon c'est très podcastable. Non, je vais vous parler vite fait de Dangerous Animals. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Sur son bateau. Le bateau de qui, bordel? Je pense que tu veux pas savoir. T'es une bagarreuse. J'adore les bagarreuses. Ça donne un meilleur spectacle. Avec Jay Courtney, notamment, et l'actrice, dont, évidemment, je n'ai plus le nom, parce qu'ici, il faut le savoir, les noms, c'est notre démon. Non, c'est pas ça. Les noms. Ah, pardon. Les noms. Et en plus, il faut la citer parce qu'elle est géniale dans le film, Assie Harrison. D'accord. Qui joue une surfeuse qui se fait enlever par un tueur en série, incarné par Jay Courtney, a.k.a. Captain Boomerang dans la Suicide Squad. Ce tueur en série qui est complètement obsédé par les requins et par l'idée de faire un film. Du coup, il y a un côté méta de... Il y a un côté extrêmement méta. Ok. Il y a un côté extrêmement méta du cinéma, parce que lui est vraiment à fond dedans. Hein. C'est-à-dire que quand on fout sa caméra à l'eau, il pète un câble. Hein. Le gars, il est en mode Spielberg, les dents de la mer. Quoi. Alors moi, j'ai un unique problème avec ce film, un gros problème avec ce film, c'est que c'est un film où, constamment, le personnage va tenter des choses, échouer, tenter des choses, échouer. Et elle fait ça, sans vous mentir, 5-6 fois. C'est-à-dire que c'est que ça. C'est que elle tente des choses et elle échoue. Elle tente des choses et elle échoue. Elle tente des choses et elle échoue. Alors, c'est un film super parce que, en gros, c'est un film qui a pour but de dire il y a plus terrifiant que les prédateurs, il y a l'homme, évidemment. C'est un film qui s'inclut dans son époque. Et en effet, quand tu le vois, tu te dis, bon, vaut peut-être mieux finir avec le requin, quoi. En fait, j'aurais tendance à dire que c'est un bon film de série B. C'est pas un film qui va révolutionner le genre, clairement pas, ne serait-ce que dans le rapport au kidnappeur, tout ça. En revanche, c'est un film qu'il faut voir pour ses acteurs. Son actrice principale n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre de ce genre de film, à savoir, tu sais, un peu une écervelée ou quelqu'un qui va prendre les mauvaises décisions. Elle prend toujours les bonnes décisions. Le problème, c'est que le scénario l'a fait échouer constamment pour tenir le truc en haleine. Et du coup, à un moment, ça devient redondant, en fait. À un moment, t'as l'impression de voir un Tom et Jerry, en fait. À un moment, t'as l'impression que vraiment, c'est juste genre... Elle va essayer un truc, tu sais qu'elle va échouer. Elle va essayer un truc, tu sais qu'elle va échouer. Puis là, c'est bientôt la fin de ta séance, et du coup, tu sais que... Bon, là, elle va peut-être réussir, quoi. Mais du coup, le scénario ne donne pas l'impression d'avancer, en fait. Il te donne l'impression d'avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Mais ça ne m'a jamais marqué à ce point que dans ce film. En revanche, Jay Courtney est magistral. Il est terrifiant sur tous les points. Vraiment. Je trouve qu'il est possédé par le rôle. Il a un truc où, en plus, il est convaincu de... Enfin, il voit pas le problème dans ce qu'il fait. C'est un mec qui est impitoyable. Alors, c'est pas un film qui se permet des effets gore et tout, parce que c'est pas le but du film. Mais franchement, dans le rapport entre les deux, il y a un truc assez terrifiant. Donc, je vous le conseille. Par contre, toutes les affiches le vendent comme un film avec des requins et tout. Bon, les requins ont 3 scènes, quoi. En fait, les requins sont là pour servir de... Regarde, grand prédateur, moins dangereux que tueur en série. Vaut mieux regarder en eau trouble si on regarde des requins. Ça, je ne m'y risquerai pas. Très trouble. Ou les dents de la mer, regardez. Très trouble, parce qu'il y a beaucoup moins de requins dans Eau très trouble. Oui. C'est vrai? C'est pas là où il y a un mégalodon? Si. Voilà, dans les deux. Ah ouais? Il y a un kraken à la fin. Non, dans le 2, il y en a 3. Il y en a 3, il y a un gros poulpe géant là. Ouais. Vous me terrifiez. Et attends, t'as pas envie de voir Statham sur un jet ski qui chasse des mégalodons? Il y a ça à la fin. Donc voilà, bref, voyez Dangerous Animals. En vrai, voyez Dangerous Animals, c'est un très bon film de série B. Ça aurait pu être un film à petit budget, comme ça, un peu moyen, et en fait, c'est un très bon film pour ses ambitions. Et il a pas l'ambition d'être autre chose que ça. Donc j'aurais tendance à le recommander. Voilà. Après, faut se dire que le film est... un peu long pour ce qu'il est au final. Quoi. En fait, je pense que ce que tu disais, le côté Tom et Jerry, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. Ça ne doit pas être aidé paradoxalement par le côté huis clos du film. Parce que dans un film d'horreur classique, ça arrive souvent, des personnages qui essayent de sortir d'une situation et qui échouent. Bien sûr. Sauf que dans un autre film d'horreur où tu as plusieurs personnages, où tu vois des personnages différents, des groupes essayer et échouer, c'est pas pareil que de voir le même personnage en boucle essayer et échouer. Exactement. Tu le ressens dans pas de la un même slasher, manière. t'as des conséquences, c'est-à-dire que t'as des personnages qui peuvent mourir. Ouais.
Donc tu vois les gens tomber. Là, pour le coup, elle a une meuf au début avec elle. La meuf, bon, voilà, elle disparaît très vite, mais après, il n'y a plus qu'elle, quoi, tu vois. Donc t'as pas ce truc... Alors, il y a des gens qui essaient de venir l'aider sur le bateau, deux. En vrai, les gars se font buter et tout, mais t'as quand même ce truc de... Putain, en fait, je vois le scénario avancer à mesure que je vois ma séance avancer. D'accord. Donc là, je sais que je vais bientôt sortir du ciné, donc je sais que là, elle va réussir, tu vois. Donc c'est un peu sur des rails quand même. Mais j'en recommande le visionnage, parce que c'est vraiment pas mal fait. C'est loin d'être mal fait, les acteurs sont à fond, le duo marche super bien, donc en vrai, voyez-le. Ok. Voilà, Ok. je vous le conseille, voyez-le, Dangerous Animals. Let's go. On va parler maintenant d'un film révolutionnaire, un film qui a révolutionné le monde du cinéma actuel, le cinéma d'horreur, un film qui en plus se base sur quelque chose qui n'est pas du tout un effet de mode du YouTube de ces dernières années. Mec. On va parler de la mode des clowns tueurs, avec le film qui ne s'appelle pas comme ça en français, mais c'est son titre littéral en français. Oui. Un clown dans un champ de maïs. Oui, c'est le titre original, faut le Pardon. savoir. Ils sont très attachés aux traditions ici. Tous les ans, ils organisent un défilé avec un clown géant. Un clown? Le clown qui est sur les sirops de maïs Bacon. C'est la mascotte de la ville. Queen, attends! Un petit sourire, la nouvelle. Tu vas devenir une star, une vraie reine de l'horreur. Un clown dans un champ de maïs, c'est le titre original du film. Ok. Rémi disait que ça faisait très cinéma d'auteur et je suis assez d'accord avec lui. Clown dans un champ de maïs. Par Jean-Luc Godard. Le titre du film original ne spoile pas un des plots Le du titre film. français spoil quelque chose du film, mais en même temps, si tu ne connais pas le film, tu peux pas le savoir. Donc, Oui, bien bon, sûr. C'est pas... Voilà. Donc on va parler de La Nuit des Clowns. Qui du coup fait référence au premier Halloween. Le titre. Ouais. La nuit des masques. Si tu veux. Bah non mais je pense que c'est une Je m'en fous de ce que Parce tu que dis. c'est alors, au-delà des... Bon, on va parler du film. J'étais en train de chercher le nom du réalisateur. Avec... C'est un film qui est réalisé par Ellie Craig. D'accord. Voilà. Ellie Craig. Parle-moi de ce film. D'accord, tu veux que je parle du film? Parle-moi de La Nuit des Clowns, s'il te plaît. Ça se passe dans une petite ville, dans un des 50 États des États-Unis. Et on y suit un père et sa fille qui emménagent donc dans cette ville. Donc la fille va essayer de se faire des amis, tout ça. Donc elle va se trouver un groupe. Oui, Oui. je connais ce film. Elle va rencontrer un vampire et un loup-garou, non? Parce qu'excuse-moi, mais c'est Bella dans Twilight. Au début du film, je te jure, c'est Bella dans Twilight. Et du coup, elle va se trouver un groupe d'amis qui font des vidéos YouTube où ils mettent en scène une espèce de mascotte locale. La honte. Qui fait ça aujourd'hui? Qui fait encore des vidéos YouTube? Mais attends, qui fait encore de la fiction sur YouTube? Pardon, mais faut être débile. J'ai peur. Et qui fait des films d'horreur à bas budget sur YouTube? Ah oui, c'est vrai. Bah T'as oui, fait ça. Non, pardon pas. Et du coup, où ils mettent en scène une mascotte locale qui s'appelle Frendo le clown, qui est la mascotte d'une marque du coup, genre de truc de céréales, de maïs, tout ça. McDo. Ouais, ce genre de truc, tu vois, à la Alors, con. moins développé que McDo quand même. Moins Non, développé. c'est pas non Plus plus local. McDonald's. Plus local. Beaucoup plus Vraiment, du terroir. Que dans la plus du ville. terroir, Que dans la c'est ville. ça. Et tous les ans, ils font la célébration de l'anniversaire de la ville qui a été fondée il y a 100 ans. C'est ça, ça va avoir son importance de marquer que c'est pour la journée des Voilà. fondateurs de la ville. Donc il y a un côté, voilà, le film s'inscrit dans un truc très conservateur, très américain, à la dure, quoi. On a des valeurs, on est américain, voilà. Très redneck. C'est littéralement dit dans le film d'ailleurs. Oui, oui. Il y a une réplique qui dit clairement les bonnes vieilles valeurs d'antan typiques des petites villes. Voilà. Ok. Vraiment, il dit ça. Et tout le monde l'applaudit. Voilà. Et tout le monde l'applaudit à ça. Et je dis, mais attends, mais... Pour donner le contexte, voilà. Ok. Voilà. Et du coup, dans cette espèce de grange établie qui est vraiment genre paumé au milieu d'un immense champ de maïs, les adolescents vont commencer à se faire tuer par un clown, par Frendo le clown, du coup. Quand j'ai vu les bandes annonces, je pensais que ce serait un whodunit. Alors on parlera D'accord. peut-être dans une émission très prochaine d'ailleurs de ce qu'est un whodunit plus précisément, mais un whodunit c'est donc un peu à la Scream, à savoir qu'on te présente plusieurs personnages, un tueur, Et le tueur, et voilà. le dans tueur le est groupe, parmi les personnages qu'on a présentés. Ouais, c'est oui. c'est vrai que oui. Le film se présente comme ça. Sauf qu'en fait, il ne passe pas de temps à présenter ces personnages. Ils sont là, en trame de fond. Donc il y a une serveuse désagréable, un shérif désagréable,
un caissier désagréable. Tout le monde est désagréable dans cette ville. C'est la ville où les gens ne sont pas contents, visiblement. On ne s'intéresse pas assez à eux pour avoir des doutes. Donc c'est pas un whodunit, parce que très vite, le film s'arrête. Au bout de 30-40 minutes, le film s'arrête. Et là, on va partir sur une nuit. Ouais, un truc complètement Une différent, nuit ouais. où les personnages vont devoir échapper au clown. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être sur la durée, comme la plupart des slashers, à savoir un disparaît, deux disparaît, trois disparaît. Non. Là, c'est vraiment, on présente les personnages, et puis à partir de cela, à partir de ce point du film, c'est que de la fuite. C'est que échapper au clown et comprendre ce qui se passe dans la même nuit. Donc un peu façon Halloween, parce qu'on rappelle que le premier Halloween se passe pendant une journée, une nuit, hein, donc vraiment très resserré. Et ben là, c'est pareil. C'est que t'as pas le temps de te demander qui est le tueur, tellement en fait, il faut passer de temps à y échapper au tueur. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas un scream. Faut pas y aller en se disant, je vais chercher le tueur, je vais chercher qui se cache sous le clown, parce qu'en fait... Soit tu le devines pas, mais y a pas d'indice. Il y a pas d'indices qui te font dire c'est peut-être lui. Non. Soit tu le sais pas dès le début. C'est pas une enquête, en fait, qui est menée. Tu le devines assez facilement. Alors, le problème du film, c'est que tu le devines assez facilement, en fait, hein, clairement. Il y a qu'un clown, tu vois. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film. Alors, le film français s'appelle La Nuit des clowns. Ouais, donc... Je veux pas te répondre. C'est tout, t'en fais tes propres déductions, Je ne te répondrai pas. C'est quoi, allez, ça... On va encore dire qu'on spoil. Toi, tu vas dire qu'on spoil. C'est un complot, c'est un complot de la mairie pour buter tout le monde. La mairie. C'est un truc à la... C'est la journée de la mairie. À la Hot Fuzz, tu vois. Un truc à la Hot Fuzz, tu sais. Est-ce que c'est pas un gage d'une quand même sacrément mauvaise qualité du scénario si quelqu'un qui n'a pas vu le film, à qui on vient de faire le synopsis, a tout deviné? Après, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de films. Oui, bien sûr. Oui, mais bon. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est littéralement ça. En plus, c'est ce qui est un peu débile dans ce film. C'est que les jeunes ne sont pas aimés par les adultes de la vie. Donc, t'as le shérif, il va dire les jeunes, tous des cons. La caissière, elle va voir les ados par la fenêtre, elle va faire puis elle va s'adresser à l'adulte, elle va tout sourire, elle va se tourner vers la gamine et faire comme ça. Elle aime pas les ados, en fait. Mais parce que du coup, est-ce que c'est des archétypes très actuels de jeunes ou c'est juste des jeunes Alors, des jeunes, c'est un peu présenté comme ça dans le sens où c'est des jeunes qui font des vidéos sur internet, qui font des conneries, tu vois, qui se moquent un peu de leurs profs. Par contre, en vrai, ça reste le schéma, le groupe de base classique. Ok, donc c'est vraiment des des Parce jeunes. qu'ils sont pas méchants, c'est pas comme le Ils gamin sont de pas Josh méchants. Brolin, c'est pas des harceleurs, tu vois. C'est alors, ça, ils vont pas- c'est que même celle qui est présentée un peu comme une harceleuse envers la personnage principal, pardon, c'est une de ses potes en fait. Genre, Ok, elles donc, sont amies. elles se chambrent entre amis, en fait, Ouais, c'est ça. voilà, ils sont Donc entre amis. même le discours, on va dire justement de se moquer, du coup vu que les tueurs c'est des gens conservateurs, donc même le possible discours sur regardez comment cette Amérique profonde refuse le progressisme, etc. Il est pas. En fait non parce que du coup ça pourrait se passer dans les années 2000, ça serait la même chose. En fait, il le dit dans le film, le maire du village, à un moment, quand il l'explique à la fin, il dit voilà, on a fait ça dans les années 70, quand on a vu les c'est une SDF tradition arriver. qui remonte. Ensuite, on a fait ça quand les hippies sont arrivés. Ensuite, maintenant, c'est les jeunes. Laisse-moi te dire qui est le méchant. Ce que je reproche à ce film, c'est que c'est un scénario en fait qu'on a vu plein de fois. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans Hot Fuzz. Moi, je l'ai vu récemment dans Troll 2, qui remonte quand même aux années 80-90, quoi. Tu vois, des trucs vraiment turbo débiles et turbo Golemont. En fait, c'est un scénario qui est déjà très vieux, quoi, tu vois. Puis le film, c'est un slasher, tu vois, qui s'en prend un groupe d'adolescents. La figure du tueur, c'est un clown. Ça s'inscrit vraiment dans tous les codes du slasher. Ça prend pas tant de risques, parce que c'est même pas si violent que ça. Non, enfin, tu vois, oui, tu vois, les mecs se faire embrocher, mais au bout du 3e gars embroché, tu te dis... Oh, il n'y a pas beaucoup d'inventivité dans la mort non plus, quoi, tu vois, c'est pas foufou, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui baisent et qui se font buter juste après ? Alors, et c'est là... les deux seuls qui essayent ne se font pas buter. Ouais, et c'est là que c'est super intéressant, c'est que, pour autant, c'est un film qui prend le contre-pied des relations personnages de slasher. Okay. Comme on le disait, la harceleuse n'est pas une véritable harceleuse méchante. Les deux héros principaux essaient de faire l'amour et n'y arrivent pas, parce que, plein de choses. Oui. Donc à la fois c'est un film qui est entre tradition et modernité, j'ai envie de dire. Le Japon. Oh bah oui. C'est ce film c'est le Japon. Ce film c'est le Japon. Écoute, La Nuit des clowns c'est le Japon. C'est entre tradition et modernité. C'est vrai que c'est un film que je ne comprends pas parce que soit tu assumes complètement le fait que tu rentres dans les codes du slasher et que t'en fais une sorte de parodie, soit tu le modernises. Mais là, il choisit pas, il fait les deux. Il y a l'entre-deux. Et je sais même pas s'il est conscient, en fait, d'en faire les deux. Parce que je n'intellectualise pas non plus, ce film. Moi, franchement, alors, ce film, on en parle depuis tout à l'heure, il a plein de défauts.
il y a plein de trucs qui ne vont pas, et en même temps, derrière ça, je vois un film de passionné. C'est vrai. Je vois que des gens derrière qui adorent les films d'horreur, qui voulaient faire leurs films d'horreur. Qui aiment les slashers. Qui aiment les slashers, qui ont grandi avec ces slashers des années 80, tout ça, qui avaient envie de faire leur film. Ils n'ont pas voulu prendre de risques, donc ils ont pris des tropes qui sont connus, et ils ont fait leur film. Ils ont eu de la chance, ils ont eu un peu de budget, donc ils ont pu se permettre des trucs. C'est-à-dire que le film ne fait pas non plus... diffusé au ciné. Bien sûr, le film ne fait pas non plus faucher comme les premiers Terrifier. Non, c'est vrai. Par exemple, là non, il y a une photographie, l'image est belle quand même. Oui, c'est vrai. L'image est belle, tu vois. Puis le traitement de la nuit est plutôt oui, bien sûr, beau, ça fonctionne. Alors que j'ai vu qu'ils ont tourné le film très majoritairement en nuit américaine. Ah ouais, ça se voit pas. Ok, non, ça se voit pas du tout. Ça se voit pas. Alors non, ça se voit pas du tout. Ça se capte pas. Parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'on est très précis dans les termes qu'on aborde. Donc en gros, nuit américaine, c'est le tourner de jour et mettre un filtre un peu bleuté pour... Voilà. Ça coûte moins cher, parce qu'en fait, tourner la nuit, ça coûte infiniment plus cher. Et du coup, tu tournes de jour et tu mets un filtre pour faire croire qu'on est la nuit. Les Visiteurs 3. Voilà, les Visiteurs 3. Avec Christian Clavier qui pisse. Il y a des trucs qui marchent pas, mais il n'a pas non plus de défaut, en fait. C'est ça. C'est des trucs qu'on lui pardonne par son biais de films un peu indépendants, faits par des gens pas connus, qui voulaient vraiment faire un bon film, enfin qui voulaient en tout cas faire un film qui plaît. Ouais. Et un film qui leur plaît. C'est un peu simple, c'est un peu vieillot, mais c'est franchement pas désagréable. Ah ouais, voilà. Se met pas devant. Et puis ça dure 1h30. Ça a la politesse de durer 1h30. Donc en vrai, voilà. Donc ça dure pas 2h30 comme Conjuring contre Yann. Il dure pas 2h30 en plus, mais le ressenti est de 7h30. Il va vous donner envie d'être en couple ou non. Il s'appelle Together, avec Dave Franco et Alison Brie, film qui parle de codépendance, qui raconte l'histoire d'un couple qui s'installe à la campagne, un couple qui ne va plus très bien, où on se pose la question de si on s'aime encore, où on se demande si on doit rester ensemble, si on doit partir. C'est une question de routine, d'habitude qui s'installe dans le couple. C'est ça, cette espèce de lassitude du quotidien qui a peut-être abîmé le couple, et qui va un jour tomber dans une sorte de grotte dont ils vont boire l'eau pour s'abreuver, et qui à partir de là va devenir fusionnel, peut-être un peu trop fusionnel. Vous vous aimez? Peut-être qu'on est juste conciliant. Vous savez, parfois, être conciliant, ça peut aussi simplement être une forme d'harmonie. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce Together? Bah écoute, j'ai adoré le film. Voilà. Ce que j'aime chez toi, c'est vraiment, c'est que t'es concis. Mais ça va pas du tout dans l'idée de ce qu'on fait. Je sais. Oui, c'est que moi je veux bien, hein, mais en fait, on va exporter des épisodes de les intros. J'ai adoré. T'as tout dit. Non, faut bosser les transitions. Faut pas donner le truc, la conclusion à la fin. Enfin au début, pardon. Plus sérieusement, je trouve que le film était trop bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, vous allez le dire après, mais j'ai vraiment adoré. Je pense que de tous ceux qu'on a parlé là, je crois que c'est mon préféré. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, je pense que c'est génial. J'ai vraiment adoré le film. Trop bien. Je trouve qu'il a réussi à aborder plein de sujets. Alors évidemment sur le sujet du couple, mais il aborde le prisme du couple. Voilà, il parle d'amour, tu l'as dit, de lassitude, de codépendance, de toxicité, de plein de trucs différents. Et en même temps, c'est du body horror. C'est-à-dire que c'est un film d'horreur, donc c'est du body horror. Je sais pas comment on pourrait décrire le body horror. Alors, le body horror est basé sur... J'ai un peu bossé parce qu'on va bientôt parler de ça. Le body horror est basé sur la dégradation du corps, de la chair. En fait, on se base sur quelque chose de, dirais-je, palpable, du changement du corps. L'horreur basée sur les transformations corporelles et la dégradation de la chair ou alors la mutation de la chair. Voilà, on n'est pas sur des massacres, on n'est pas sur du surnaturel, c'est vraiment de l'horreur incisive, proche du corps, qui touche tout le monde. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il y a un peu une effervescence du body horror et que ça fonctionne tant que ça, c'est que ça touche tout le monde. En fait, tout le monde peut s'identifier dans le body horror. C'est vraiment le genre de film, quand vous regardez, vous détournez les yeux, vous êtes en ça j'aime pas. Surtout à une époque où on sort d'un virus, en fait. À toutes les époques où il y a des grands virus, des grandes pandémies, tout ça, le body horror revient pour redire, n'oubliez pas que votre corps peut tomber malade, n'oubliez pas que votre corps peut être poussé dans ses retranchements, n'oubliez pas que votre corps peut se dégrader. Là, récemment, par exemple, on a Julia Ducournau qui a sorti Alpha sur l'épidémie du sida, Coralie Farja qui a sorti The Substance,
Ouais, tu vois, qui parle aussi du fait de vieillir, et on parle de plus en plus aussi de ces corps vieillissants, du rapport à la jeunesse, tout ça. Donc oui, t'as raison, le body horror, il y a une résurgence du body horror, et là traité à travers le couple. Et il y a du body horror, il y a aussi du surnaturel, ça aborde plein de thèmes différents, c'est un film, c'est aussi un peu, alors je vais pas dire un huis clos, parce que ils sortent quand même un peu de leur maison, tout ça, mais un huis clos de personnages, que c'est vraiment uniquement basé sur ce couple-là, sur ces 2 seuls personnages. Alors il y en a 2 ou 3 qui interviendront quand même pendant le film et qui auront une importance plus ou moindre, voilà, selon le personnage, selon le scénario. Alors j'aimerais saluer leur performance, ça devait être un travail de dingue, de faire ce genre de film en étant en couple. Clairement. Parce que c'est un couple qui, on va le dire, va très très mal quand on les prend. Qui ne va pas. Qui ne va pas tout court, mais qui ne va pas de base. Enfin, on comprend. T'as raison. Là où je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Arthur, tout à l'heure ou pour nos éditeurs dans les parties d'avant, c'est que si on enlève l'horreur, ça marche toujours. Là, je suis désolé, t'enlèves l'horreur. Moi, ce couple qui va mal, il me raconte quelque chose que tu peux voir dans n'importe... Enfin, tu sais, les drames français qu'on a actuellement et tout. Vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Ce couple qui ne s'aime plus, qui en même temps dépend l'un de l'autre, etc. C'est quand même hyper intéressant, ça. Au-delà du body horror, il y a quand même ça qui te tient en haleine, tout le film. Parce que le côté body horror, mais très longtemps avant de s'installer. Contrairement, alors je pense qu'on peut parler de... Alors si on parle de body horror, peut-être faire une parenthèse sur The Substance, qui est sorti l'année dernière. Qui est également du body horror, qui a fait beaucoup de parler de lui, où là, pour le coup, ça arrivait dès le début. Ouais, qui est plus fun aussi. Voilà, beaucoup plus, un peu décalé, voilà. Beaucoup plus grand guignol. Et là, ça met le côté vraiment body horror pur et dur, mais très longtemps avant d'arriver. Là où le body horror, ici, est plus symbolique que performatif, comme peut l'être Coralie Farja. Il se sert de cette... Oui. Mais c'est... La figure du couple, en fait, pour ça. Ouais, clairement. Genre le plan, je trouve, qui est emblématique des mains qui se rentrent dans le bras de l'un et de l'autre. Très Cronenberg, parce qu'on parle de body horror, faut citer le maître. T'as tout, quoi, dans ce plan-là. T'as tout le sujet du film, quoi. La fusion entre les deux, ça peut être une fusion émotionnelle, le couple, quoi. C'est ça. Mais là, qui te fait mal, il souffre de ça. C'est ça. En fait, nous, on en parlait, je sais pas si t'as vu le film Cuir. Non. Avec Daniel Craig, c'est ça ? Avec Daniel Craig, voilà, où à un moment, il y a cette espèce de côté un peu psychédélique dans le film, où il va y avoir une danse, toute une partie un peu chorégraphiée, onirique, où il va y avoir cet effet de main qui passe sous la peau. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes effets. Là, c'est vraiment... Mais dans Cuir, c'est abordé de manière beaucoup plus belle, en fait. De fusion entre les personnages. Sous substance. Voilà. Sous Sous ayahuasca, pour être précis. Sous ayahuasca, donc qui est vraiment l'une des substances les plus... Ils en parlent vraiment dans le film, là pour le coup, c'est cité vraiment dans le film. C'est l'une des substances les plus fortes au monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent la tête après avoir pris ça, et du coup, eux, en fait, s'enlacent à ce moment-là, mais en fait, ils sont tellement sous cette substance qu'ils ont l'impression de rentrer dans la peau de l'autre. Par contre, c'est vraiment les mêmes effets, t'as raison, c'est les mêmes effets. J'ai fait des recherches, parce que c'est vrai qu'on s'est demandé, j'ai fait des recherches, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de membres de l'équipe technique qui ont fait les deux. Voilà. Bon. Mais on en parlait avec les frères Philippou, les boss, tout à l'heure, qui viennent de YouTube, Michael Shanks, et aussi un gars qui vient de YouTube. Ah oui, c'est vrai. Il a fait beaucoup des films sur YouTube, et notamment, il a aussi bossé sur des films sur les côtés effets pratiques, en fait. Donc je pense qu'il a beaucoup mis sa patte dans le film. Là-dessus, au niveau des effets pratiques. Apparemment, ils ont utilisé assez peu de VFX et ça rend très très bien, faut le dire, ça rend très très bien. Après, j'ai vu aussi quand le générique est passé, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de gens qui sont à la production du film. Il devait manquer de budget. Et notamment Alison Brie et Dave Franco, qui je trouve c'est aussi bien pour eux, puisqu'étant donné qu'ils sont en couple, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans le film et sur ce qu'ils ont à faire. Parce que c'est non seulement tu dois jouer un couple qui va pas bien, mais il y a plusieurs scènes où ils sont aussi filmés dans leur intimité, tout ça, et ça va pas être facile, je pense, quand t'es un couple, de mimer l'intimité. Une scène, je pense, en particulier, dans l'intimité, avec 15 personnes autour de toi. Ouais, c'est clair. Qui a fait de mal à beaucoup de monde, je pense. Mais Dave Franco, je l'ai trouvé vraiment fabuleux dans ce rôle. Méconnaissable. C'est vraiment, tu sens comment le chiot apeuré... plein de moments, tu le vois, quoi. Ces crises d'angoisse, etc. Vraiment, il y a ce truc où tu te dis, putain, quand même. C'est un acteur à la base de comédie. Alison Brie aussi, d'ailleurs. C'est vraiment des acteurs Community. Ils viennent de la comédie. Là, de les voir ensemble dans des rôles comme ça, moi, je trouve que c'est au-delà du body horror. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est la relation entre les personnages, quoi. Ce désamour-là, moi, il me fait mal au cœur, quoi. Tu vois, ces deux personnages qui cohabitent plus qu'ils ne s'aiment. Tu vois, en plus, tu sens la dépendance parce que
lui n'a pas le permis, elle doit l'emmener partout, et puis lui fait la remarque comme quoi c'est lui qui cuisine tout le temps, tout ça. Enfin, tu sens que les deux dépendent aussi de l'autre. On comprend que lui, il a abandonné la musique c'est ça. Pour rester avec elle. On comprend qu'il a abandonné des choses. Et en même temps, elle, il y a ce côté qui revient très souvent dans le film où elle se plaint d'avoir une vie très ennuyante maintenant qu'elle est avec lui, qu'elle voit plus ses amis, tout ça. Le film ne se lâche pas non plus dans le gore. Non. Parce que par exemple, je me souviens donc cette scène où ils sont collés ensemble, où Alison Brie va vouloir séparer par la peau leurs deux bras, et en fait c'est coupé juste avant qu'on coupe la peau. Et après il y a un truc un peu marrant où ils bouffent. Voilà, c'est ça. De leur côté. Donc le film ne veut pas être dans ce grandiloquent gore de débâcle de sang, etc. La seule truc un peu cricra, c'est une sorte de, je vais pas spoiler, mais de créature à deux têtes en tout cas. Bah, la substance carrément. Et le chien là, au début du film, à la début, montré. C'est ça, ouais. Très The Thing. J'ai beaucoup aimé les moments où les deux corps se rapprochent contre leur volonté. Ça, je trouve ça ultra bien fait. La scène du couloir dans la nuit là. Surtout le fait que attirés comme deux aimants l'un vers l'autre, en fait. Ça arrive dans leur sommeil parce qu'ils prennent pas garde et que le côté désarticulé du corps d'Alison Brie, très d'exorciste, ça arrive. Le seul reproche que je pourrais faire au film, un peu l'effet Conjuring 3, d'un seul coup t'as un acteur un peu connu et du coup tu te dis c'est qui? Le prof là? Le prof. Il est connu ce mec? Il est connu? Alors moi oui. Enfin, en fait il a trop une tête où tu te dis ok il va avoir non ça par contre oui je suis d'accord. C'est qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe et il est bizarre dès le début. Mais non mais parce qu'en vrai il sert d'un peu de pour amener la jalousie, c'est ça. Un prétexte ce truc de tu dis peut-être qu'elle serait mieux avec ce gars-là parce qu'il a l'air quand même plus. C'est amené comme ça et après tu sens compte que le personnage. Tu comprends. Ce qui se passe par après. Quand tu comprends la vie privée du bonhomme, en fait, là tu te rends compte qu'il va y avoir un truc au-delà de ça. Pour l'anecdote, en fait, c'est celui qui jouait Charles Manson dans Once Upon a Time. Mais non, putain, je le sais. Mais oui, mais tu sais que oui, ok, voilà, je le vois. Quand t'as vu sa tête, tu dis. Bah oui, ça y est, je le vois. Oui, je fais le DiCaprio dans Once Upon a Time. Oui. Ah, c'est lui qui joue Charles Manson. Ok. Ah mais c'est pour ça qu'il est un peu inquiétant. Ah oui, très inquiétant. C'est son regard. Très inquiétant. Mais oui et non, parce que à part le moment où il est inquiétant, sans faire grand chose, et c'est la force du gars, mais en vrai, les moments où ils bouffent ensemble et tout. Tu peux pas non plus, genre, en vouloir trop à ce mec. Non. Alors que d'un autre côté. Hein, moi je regrette, attention. J'ai rien contre lui, pauvre gars. Perso, Charles Manson. J'ai rien contre Charles Manson. Hein. Oh là, yes. Le dérapage. En plus. Mais alors que, voilà, tu peux pas non plus que en vouloir à ce mec, alors que d'un autre côté, Alison Brie et Dave Franco font aussi montre de quelques comportements toxiques par moment, tu vois. Donc tout le monde n'est pas rose dans ce film. Évidemment. Ouais, c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui le rend aussi c'est que en soi dans le couple au final, peut-être t'es un peu plus du côté de Dave Franco parce que t'as plus son histoire, tout ça. Et en même temps, il est un peu génial. Ouais, aussi. C'est quoi le message du film alors, d'après vous? Qu'est-ce que dit le film à travers cette fin? Faut se forcer. Je me suis posé la question de est-ce qu'on accepte la codépendance et d'être à ce point relié à l'autre? Est-ce que je ne comprends pas encore aujourd'hui, alors que j'ai adoré le film, je ne comprends pas le message de la fin. Alors c'est la première fois qu'on laissera un silence en stage. Est-ce qu'il y a pas coupe les blancs attention à ce que je vais dire. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté OSS 117. J'aime me beurrer la biscotte. Oh là, attends, où tu pars de tellement loin, vas-y. Tu montres volontairement un personnage raciste au possible ou quoi, justement pour démontrer que c'est pas bien. Ouais. Est-ce que justement la fin du film c'est pas ça? Est-ce qu'on pourrait pas pousser le questionnement encore plus loin en se disant est-ce qu'on n'en fait pas trop en voulant absolument trouver des questionnements à tous les films qu'on regarde? Tu crois que le film se pose cette question? Est-ce que tu peux pas juste faire un film sans aborder des sujets, tu me parles pas de vouloir pousser la réflexion? Moi je peux pas faire de film tout court. Déjà j'ai pas le budget. Ils avaient peut-être pas forcément envie de faire passer un message, tu vois. Bah, en fait, le problème. Sur ce genre de film, il y a forcément un message qui passe. Puis surtout, sur ce genre de film-là, bien sûr que si, il y a un message qui passe, non? Moi, je veux juste vous provoquer, c'est tout. là, ça marche parce que je suis tendu, là. Parce que. À tout moment, j'éclate une bouteille, je m'écorche le bras, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a quoi? Je vais te sauver, je vais fusionner avec toi. Oh là, toi et moi, ce serait un mélange dégueulasse. Ce serait un mélange horrible. Puis à partir du... On peut recentrer le débat ou pas en fait? On est là pourquoi en fait? Je suis en train de m'imaginer. Oui,
Personne n'a envie de s'imaginer ça, les gars, en fait. C'est pour ça que je veux couper court à cette discussion. Allez. J'ai envie de dormir ce soir. Je t'écoute. En fait, à partir du moment où un auteur donne au public une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit un film, une musique ou quoi, l'interprétation, elle lui appartient plus. Donc forcément, et surtout qu'en plus, il donne vraiment beaucoup de clés, il ouvre beaucoup de portes, donc forcément il faut s'attendre à ce qu'on se dise, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce qu'en plus c'est vraiment centraux dans le film, c'est pas, je sais pas, un film obscur, un truc qui a rien à voir par exemple, et qu'il y a un mouvement de caméra qui fait ça, je sais pas, un Kubrick par exemple, il y a un mouvement de caméra qui fait ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et là tu peux interpréter tout et n'importe quoi, et c'est comme ça, il n'y a pas de surinterprétation, si tu peux prouver ton interprétation. Par un mouvement de caméra, un plan en particulier, une musique, ce que tu veux. Donc, la question se pose. T'as raison de poser ces questions, Maxime. Merci. Tu es notre Pascal Croix à nous. Oula. Tu me poses les questions. Oh là, wow. C'est compliqué ce que tu me racontes là. Un bon point, maîtresse Julia Garner, c'est fier de toi. Maîtresse Julia Garner. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est évidemment qu'on invite les gens qui nous écoutent encore à cette heure-ci, je crois pas qu'il y en a beaucoup, mais les gens qui nous écoutent encore à ce moment-ci du podcast, à regarder Together. Bien sûr, mais je pense que c'est un gage de qualité de toute manière. Si t'as un film qui pose autant, qui soulève autant de questionnements, qui te fait vivre autant de choses pendant le visionnage et qui, après visionnage, te continue à te marquer autant. Et on n'a pas parlé non plus de beaucoup, en fait, au final, c'est ça qui est du film, donc en soi, les gens peuvent regarder. La séquence des toilettes, tu vois, par exemple. Vous avez essayé de l'aborder, je vous ai coupé court pour éviter de trop spoiler, mais en effet. Mais bon, voilà. Qui est... Alors, par contre, j'ai adoré le plan qui a suivi la séquence des toilettes. Où t'as ce moment où t'as. Le gamin, je vais l'appeler Charles Manson. Où t'as Charles Manson qui sort. Et là, tout se déroule au ralenti. Et t'as juste lui qui voit le pied qui arrive. Et Alison Brie qui le regarde. Et tous. En fait, qui le regarde et après il regarde. Il a allongé une fraction de seconde sur 10 secondes entières. Et j'ai trouvé ça génial. Ce moment-là, je l'ai trouvé génial. On vous encourage à voir Together et à trouver votre propre interprétation de la fin. Oui. Nous, on continuera d'y réfléchir. Si jamais on en trouve une, on n'hésitera pas à vous en faire part. On arrive sur la fin, là ? Ah, super, parce que j'ai un rendez-vous juste après. Beaucoup plus intéressant. On parle de quoi dans la prochaine partie ? Zombies ? Oh, ça va être mortel. Allez, on s'y retrouve. J'ai adoré le film. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Tu flotteras aussi. Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille. Je préfère avoir mal. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? N'avancez pas. Il est mort. Non, regardez-le bien, il respire encore. Oh bon.